Soyez les bienvenus, c'est le club du mondial. On revient sur l'actualité des matchs de la veille et puis de ceux à venir, bien évidemment, de tous les enjeux. On évoque ça avec vous, Elliot. Bonjour, Elliot Samuel. Bonjour, Vous êtes en forme. Et puis Xavier Barré aussi, qui nous a offert une très belle veste encore aujourd'hui. J'en suis ravie. Voilà, bonjour Xavier. Et puis il y a aussi Antoine qui est avec nous, qui reviendra pour sa chronique dans un instant. Soyez le bienvenu. Alors, au sommaire de cette émission, retour sur les matchs de la nuit. On connaît le nom du premier qualifié pour les 16e de finale, Elliot. Oui, le Mexique a validé son billet victoire dans la douleur. C'était face à la Corée du Sud. Large succès également d'un autre pays hôte. Il s'agit du Canada. Des nouvelles de l'équipe de France à 3 jours du deuxième match des Bleus. Ce sera face à l'Irak et nous évoquerons aujourd'hui la défense de cette équipe de France avec une charnière centrale qui a rassuré face au Sénégal. Et puis ce sera le choc du jour. Le Maroc affronte l'Écosse. Les Lions de l'Atlas, impressionnants contre le Brésil, qui vont tenter d'obtenir leur premier succès dans ce mondial. Allez, on va revenir pour commencer sur les matchs de la nuit. On connaît donc le nom du premier qualifié pour les 16e de finale. Et il s'agit de l'un des 3 pays hôtes, le Mexique. Les Mexicains qui se sont imposés, c'était dans la douleur, face à la Corée du Sud. Victoire seulement 1-0 sur une énorme erreur du gardien sud-coréen, Luis Romo, qui en a profité pour aller inscrire ce but, aller pousser simplement ce ballon au fond des filets. Ça fait donc 2 victoires désormais pour le Mexique qui file assurément en 16e de finale. La victoire, la qualification, même s'il faut le dire, le Mexique a été assez brouillon cette nuit dans Oui, cette c'était rencontre. un match compliqué contre de très bons Sud-Coréens qui auraient pu effectivement arracher le nul en fin de match, comme ils ont souvent l'habitude d'ailleurs de réagir sur la fin de match, parce qu'ils sont toujours très bien préparés physiquement, ils tiennent la distance. Mais bon, le Mexique, c'est un grand pays de football, on l'a déjà dit dans cette émission à plusieurs reprises. Ils sont pratiquement toujours qualifiés pour les Coupes du Monde et pratiquement toujours, ils sortent des poules. Après, le problème, c'est souvent de passer les 8e de finale. Là, il y aura déjà un 16e de finale. Mais s'ils assurent la première place de ce groupe, ils auront normalement un meilleur 3e en 16e de finale. Donc, a priori, une équipe plus faible. Et donc, ils peuvent espérer aller plus loin. Maintenant, les 2 seules fois où le Mexique a organisé la Coupe du Monde, c'est le premier pays à l'organiser 3 fois, ils sont à chaque fois allés en quart de finale. Ce qui est le standard quand ils sont devant leur public. Là, la pression sur Javier Aguirre, l'entraîneur, parce que son équipe joue effectivement pas très bien, mais pour le moment, les résultats sont là. On voit ces images de cette liesse dans le pays pour cette qualification pour les 16e de finale. On va peut-être revoir ces images de regarder des milliers de personnes qui se sont réunies dans les rues de Mexico, la capitale évidemment, pour fêter cette qualification seulement pour des 16e de finale. Ils sont habitués à passer cette phase de groupe, mais on sent vraiment cette ferveur populaire. Et le Mexique va pouvoir jouer normalement au moins en 16e de finale, et s'il y a un 8e de finale, à domicile, à Mexico, et ça va peut-être aider cette équipe. Bien sûr, il a vous montré les images de la joie à Mexico, mais le match était à Guadalajara. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment une passion dans tout le Mexique autour d'El Tri, la sélection, c'est comme ça qu'on la surnomme, El Tricolor. Regardez Donc, ce monde sur ces images de drones. Et puis il faut rappeler quand même que le Mexique sort d'une période un peu compliquée. Il y avait eu des violences au moment de l'arrestation d'un chef de gang, là, d'un chef de cartel. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes autour de la situation en général au Mexique. Et donc là, ces bons résultats de la sélection nationale, ça donne l'occasion de se réunir et de fêter ensemble un bon moment. Il y avait un autre match dans ce groupe, Afrique du Sud, République tchèque, et un match nul qui n'arrange personne. Oui, là aussi, on n'a pas eu du très grand spectacle. Ça s'est passé ici en France hier en fin d'après-midi. Les Sud-Africains qui ont réussi à accrocher un match nul face à cette équipe de République tchèque qui a mené durant une large partie de la rencontre, qui avait ouvert la marque dès la 6e minute de jeu. Et puis il y a eu un penalty, vous le voyez ici à l'image, penalty à 10 minutes du terme, signé Mokoena. Ça fait donc 1 partout. Les 2 équipes qui vont devoir impérativement briller et s'imposer lors du dernier match pour pouvoir poursuivre l'aventure dans cette Coupe du Monde. Des Bafana encore décevants, mais qui ont eu le mérite de se reprendre, de s'accrocher et d'aller prendre ce point du match nul. Oui, sur un penalty assez généreux, Oui. Mais bon, voilà, les Bafana n'avaient pas été épargnés par l'arbitrage lors du match d'ouverture, puisqu'ils s'étaient retrouvés à 10 très vite. On sait que c'est une équipe qui a de la qualité, mais qui s'appuie beaucoup sur le collectif. Donc dès que vous en enlevez un, forcément, ils sont handicapés. Hier, ils ont su trouver les solutions pour arracher le nul contre ces Tchèques. A priori, les 2 équipes là sont mal parties pour se qualifier, parce qu'il faut rappeler qu'une victoire, c'est 3 points, et un nul, c'est seulement 1 point.
Donc, quand vous faites un nul, eh bien, vous êtes pénalisé par rapport. Il vaut mieux gagner un match et en perdre un plutôt que de faire 2 nuls dans ce système de classement. Et là, avec ce match nul, a priori, la République tchèque comme l'Afrique du Sud sont mal partis pour se qualifier parce que lors de la dernière journée, le Mexique ne doit pas perdre en tout cas pour assurer la première place et la Corée du Sud doit gagner pour se qualifier. Donc ça va être une dernière journée compliquée pour ces deux formations. Mais avec une victoire, ils seront normalement qualifiés, oui, possiblement en tant que meilleur troisième au moins. Il y a des chances, mais l'Afrique du Sud de battre la Corée du Sud sur ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, j'ai des gros doutes. Un match qui restera tout de même dans l'histoire. Ouais, avec un trio arbitral féminin pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez, il y avait donc l'arbitre principal, Tori Penso, arbitre américaine, qui était aux côtés de 2 assistantes. Donc c'est une première dans un mondial. Il y avait déjà eu une arbitre principale femme, c'était il y a 4 ans, une française, Stéphanie Frappard, mais c'est la première fois qu'on a un tel trio donc pour un match de Coupe du Monde. Et ça s'est plutôt bien passé. Ouais, il faut avoir une belle force de caractère, je pense, pour s'imposer. Non, mais bravo à elle. On en vient au groupe B avec un autre pays hôte qui a brillé. Et ouais, c'est le Canada, les Canadiens, qui après un premier match nul en ouverture, cette fois-ci, ils se sont imposés largement. C'était face au Qatar, carton plein 6-0 à Vancouver, avec notamment un triplé de Jonathan David, l'attaquant de la Juventus de Turin. Il faut dire qu'en face, les Qataris se sont retrouvés à 9, 2 exclusions, dont une après un tacle. Il faut dire le mot, un tacle horrible sur Ismaël Koné, l'image de sa jambe gauche qui a tout simplement glacé les supporters, les téléspectateurs du monde entier qui regardaient ce match. Il est évidemment sorti sur civière, on le voit ici à l'image, ovationné par tout un stade. Écoutez le sélectionneur canadien Jesse Marsch qui revient sur cette blessure, sur ce moment où il a vu cette blessure. Ça s'est passé juste devant nous et tout le monde a entendu les os craquer. Forcément, nos pensées vont pour lui et on est tous très touchés par ce qui s'est passé. Vu la gravité de la blessure et aussi parce qu'Ismaël est un pilier de notre équipe, c'est une grande perte pour nous pour la suite. Voilà, un moment très difficile évidemment pour cette équipe canadienne qui tout de même a réussi à s'imposer très largement durant cette rencontre avec notamment un Jonathan David qui est enfin rentré dans sa compétition. Oui, il avait été effectivement mal inspiré lors du premier match contre la Bosnie. Et là, surtout, il a été associé à son habituel partenaire de l'attaque, Shai Larin, qui est un joueur d'expérience. Et c'était le duo titulaire. On avait été surpris lors du premier match que ce ne soit pas ce duo qui soit reconduit. C'était un autre attaquant qui était associé à Jonathan David. Ça n'a pas très bien fonctionné. Le Canada a buté sur la Bosnie. Ils ont réussi à arracher le match nul en fin de match, en fin de partie. Et là, face au Qatar, ils ont très vite pris le bon rythme. Ils se sont très vite imposés. Et la partie a été facilitée évidemment par ces 2 cartons rouges parce que le drame qu'a vécu Ismaël Koné qui a provoqué l'exclusion de Madibo, elle est survenue plus tard dans le match. Il y avait déjà eu un premier carton rouge et le Canada a su parfaitement exploiter cette supériorité numérique pour se mettre à l'abri et remporter la première victoire de son histoire en Coupe du Monde. C'était leur 8e match en phase finale et c'était la première fois qu'ils gagnaient un match. Et ils auront fort à faire les Canadiens pour leur prochain match. Ce sera face à la Suisse qui un peu plus tôt a obtenu sa première victoire dans ce mondial. C'était face à la Bosnie. Alors il ne s'est rien passé aux presse pendant 70 minutes et puis on a eu droit, c'est assez rare, à 5 buts en 20 minutes, 4-1 donc pour cette équipe de Suisse avec un coaching véritablement gagnant de la part du sélectionneur suisse. Oui, Murat Yakin, qui est un ancien joueur de la Nati, la sélection suisse, qui a su faire les bons changements. Et ça démontre aussi ce résultat, la qualité de la formation suisse. Parce que souvent, c'est un pays dont on parle peu, mais il forme beaucoup de joueurs de grands talents. Il faut rappeler une petite chose, ils ont déjà été champions du monde dans la catégorie des 17 ans, c'était en 2010, et il y a 3 joueurs de cette génération-là qui sont encore dans l'équipe, notamment Ricardo Rodriguez et Granit Xhaka, le capitaine. Donc il y a cet état d'esprit qui fait que la Suisse est dans toutes les grandes compétitions internationales depuis au moins 15 ans maintenant, qui sortent des poules à chaque fois et qui vont même parfois loin, puisque à l'Euro en 2021, ils étaient même allés jusqu'en quart de finale après avoir éliminé l'équipe de France. Donc, il y a un vrai réservoir de bons joueurs en Suisse et Murat Yakin a été très inspiré hier en puisant dans ce réservoir pour que son équipe soit plus dynamique. Une info de la nuit avec l'Iran qui a décidé de s'en prendre à la FIFA. Oui, la Fédération iranienne de football qui a décidé tout simplement de porter plainte contre la FIFA. C'était en pleine nuit en raison des restrictions
imposé à son équipe. On le rappelle, certains membres de l'encadrement n'ont pas obtenu de visa pour se rendre aux États-Unis, où ont lieu les 3 matchs de l'équipe d'Iran. L'Iran qui a dû mettre en place son camp de base au Mexique et qui doit se rendre 24 heures avant aux États-Unis, mais qui ne peut pas se rendre, si elle en a envie, 48 heures avant son match sur le lieu de la rencontre. Donc c'est à Los Angeles pour le prochain match. Donc l'Iran qui a décidé de s'en prendre à la FIFA. Les Iraniens, ils vont arriver ce samedi à Los Angeles. Ils vont être de retour aux États-Unis pour un match qui s'annonce très compliqué. Ce sera dimanche face à la Belgique. Il faut qu'on en parle. On va revenir sur cette incroyable journée vécue par l'Ivoirien Eli Wahi au cœur d'un imbroglio jeudi. Oui, Eli Wahi qui a bien cru ne pas pouvoir jouer ce match, ce choc qui aura lieu samedi face à l'Allemagne. Le joueur ivoirien qui d'abord a vu son visa refusé pour se rendre au Canada. Pourquoi ? Parce qu'il est soupçonné d'être impliqué dans des paris sportifs truqués en France après avoir reçu un carton jaune. C'était il y a quelques semaines seulement lors d'un match de l'OGC Nice. Il a été entendu dans cette affaire en France et donc les Canadiens qui, lorsqu'ils ont entendu parler de cette affaire, ont décidé pendant un moment de lui refuser son visa et c'est finalement le procureur adjoint de Marseille qui a pris son téléphone et qui a poussé pour que Eli Wahi puisse obtenir son visa avec l'aide de son avocat. Mais évidemment, c'est assez compliqué de préparer un match, un choc après une telle journée qu'a vécu le joueur. Oui, c'est évident, parce qu'en plus, Eli Wahi, c'est un très bon joueur, on le connaît bien en France, puisque c'est un international espoir français qui vient de basculer, de rejoindre la sélection de Côte d'Ivoire depuis très peu de temps. Mais c'est les règles du pays hôte de la compétition. Le Canada a refusé déjà la venue de Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen. Pour des raisons assez différentes. Oui, mais bon, parce qu'il est sous le coup d'une inculpation pour violence, je crois, pour viol. Donc, il n'y a pas eu de condamnation, mais c'est ainsi la justice canadienne, de façon préventive, ne veut pas accueillir quelqu'un. L'administration canadienne ne veut pas accueillir quelqu'un qui est sous le coup d'une enquête ou d'une procédure judiciaire. C'était la même chose pour Eli Wahi, alors effectivement des raisons différentes, mais bon, en même temps, l'histoire des matchs truqués, il a quand même fait de la garde à vue. Hein. Donc on verra ce que ça donne. C'est vrai que la procédure en France vient à peine de commencer, et il s'en sort bien puisqu'il va pouvoir quand même participer au match avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc ce sera ce samedi, ce choc entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. On en reparlera évidemment samedi dans cette émission. Évidemment, mais là on parle des Bleus parce qu'on a envie d'avoir de leurs nouvelles. Tous les jours on veut de leurs nouvelles. Ils jouent dans 3 jours contre l'Irak, ce sera donc lundi. Et l'ensemble du groupe, ou presque, a repris le chemin de l'entraînement hier après une journée qui était plutôt axée sur la récupération pour les titulaires du match face au Sénégal. Mais 4 joueurs manquaient tout de même à l'appel. Upamecano, Saliba, Théo Hernandez qui sont restés en récupération. Et puis un autre joueur, Malo Gusto, qui a subi un coup la veille, qui a été laissé aux soins. Pas d'inquiétude selon le staff. Pour le moment, on semble se diriger vers le même 11 de départ que celui qu'on a vu mardi face au Sénégal, avec une défense Upamecano, Saliba et Dayo Upamecano, et qui a impressionné certains de ses coéquipiers. Écoutez Malo Gusto qui était en conférence de presse jeudi. Dayo, il a fait un match incroyable. On en parlait sur le banc et pour moi, c'était vraiment un des hommes du match. Il a été très très costaud derrière et je pense qu'il nous a beaucoup aidé. On a de la chance aujourd'hui d'avoir ce genre de défenseurs centraux dans notre équipe. La charnière centrale, Xavier, qui a vraiment rassuré plutôt dans ce match face au Sénégal. Oui, moi très franchement, j'étais pas inquiet, même si effectivement c'est des joueurs qui ont énormément joué cette saison. Upamecano avec le Bayern, Saliba avec Arsenal, donc ils sont forcément un petit peu fatigués, mais c'est des très grands joueurs. Et surtout, ils offrent une grande complémentarité. Je pense qu'il faut rappeler avant, la charnière centrale, c'était Varane. Depuis toute l'époque Deschamps, c'était le choix qu'il avait fait. Son pilier de la défense, ça a été Raphaël Varane. Même à l'Euro 2016, où il a déclaré forfait pour des raisons de blessure, il a déploré de ne pas l'avoir. Et d'ailleurs, on l'a vu, la France a perdu en finale. Et donc, Varane, c'était le pilier. Et quand il a pris sa retraite internationale, jeune d'ailleurs, il fallait un pilier pour le remplacer, et c'est Upamecano. Et la complémentarité entre Upamecano et Saliba, elle est vraiment assez incroyable. Et on l'a vu avec le Bayern cette saison. D'ailleurs, Upamecano, c'est un
un défenseur qui en vaut 2, en fait. Quand vous voyez le volume de course, quand vous voyez l'espace qu'il couvre, il est assez incroyable. Et dans les duels, c'est vrai, Saliba, il est intraitable. Donc on a une vraie charnière, un peu, j'allais dire, à l'ancienne, avec le stopper et le libéro qui se complètent bien. Bien sûr, qui ont des capacités de relance également, plus Upamecano que Saliba, mais qui ont des vraies capacités de relance pour que le jeu de l'équipe de France soit fluide. Après, l'entente avec les latéraux, on va voir si ça s'améliore. C'est vrai que on demande aujourd'hui latéraux énormément de soutien offensif. Donc après, on dit, ah oui, mais la défense prend l'eau. Oui, mais le latéral, quand il monte, il peut plus être derrière. Donc c'est un problème d'harmonisation, d'automatisme à affiner. Et je pense que Deschamps y travaille. Rendez-vous donc lundi, on aura le temps évidemment d'en parler. Demain, après-demain, tous les jours. Même s'ils boivent un peu d'eau, on veut le savoir. C'est dire l'attente qu'il y a. Ce qui fait l'actualité de cette Coupe du Monde sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite avec vous, Antoine Besse. Bonjour. Bonjour. À nouveau, alors que circule-t-il sur les réseaux ? Alors bonjour à tous. Effectivement, la Coupe du Monde, c'est un événement sur le terrain. On en a beaucoup. Enfin, vous en avez beaucoup parlé là juste à l'instant. C'est aussi un événement en dehors avec les supporters de tous les pays. Et on n'est pas en reste sur ce sujet-là, sur les réseaux sociaux. Je commence par le plus frais. Les Norvégiens qui ont célébré leur victoire 4-1 face à l'Irak, à la Viking, tout simplement, c'est-à-dire en ramant. Voilà, vous voyez les images. Donc ils rament dans la rue. Mais pas sur le terrain. Pas sur le terrain. Ils ont eu un peu de mal. Un petit peu. Ils rament dans la rue, ils rament voilà, pour monter les escalators. Vous le voyez, c'est un peu plus fastidieux. Mais ça fonctionne et ils rament au Parlement norvégien. Voilà, tous en chœur. Vous le voyez sur ces images. Bon, côté ambiance, les autres équipes ne sont pas en reste. On a aussi pu voir la police danser avec les supporters capverdiens. Vous allez le voir sur ces images. Voilà, ça c'est aux États-Unis. Un peu de cornemuse de la part des Écossais dans les rues de Boston. Vous savez que les fans écossais sont basés à Boston. Voilà, et en Allemagne, c'est un ancien prof de musique, André Schnura, qui a fait danser la foule. Il l'avait déjà fait pour l'Euro, et il semble qu'il ait rempilé pour la Coupe du Monde. Ses vidéos à lui, sur son compte personnel, comptent des centaines de milliers de vues. Donc c'est un petit tour du monde des ambiances qui peuvent exister pour cette Coupe du Monde. Alors si je vous dis ambiance foot africain peut-être, est-ce que vous avez un pays qui vous vient en tête plus particulièrement ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je pense que vous faites allusion aux Congolais. Congolais, Les Congolais, bien sûr, c'est tout à fait ça. La RD Congo, qui évidemment est connue pour la ferveur de ses supporters, notamment pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais pendant le Mondial, c'est exactement la même chose. Les Congolais sont à fond. Voilà, on peut le voir dans les tribunes. Et ils ont bien chaud, visiblement. On le voit donc dans les tribunes, mais aussi on le voit dans les fan zones, comme c'est le cas à Lisbonne. Vous allez le voir sur l'image suivante. Et voilà, on les repère. C'est trop mignon. On les repère Ils facilement. sont 15. Alors, c'est adorable. C'était le match contre le Portugal. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est héroïque de s'être présenté quand même en groupe. C'est tout à fait héroïque. C'est à Lisbonne. Et donc, cette vidéo-là compte 8 millions de vues sur Twitter. Donc, c'est vous dire un peu la ferveur qu'ils peuvent amener dans cette Coupe du Monde, ces Congolais. Ça doit aussi se taquiner un peu sur les réseaux sociaux, j'imagine, avec les Portugais. Ça se taquine un peu, effectivement. Et puisqu'on parle du match contre le Portugal, enfin Portugal-Congo, on peut dire que Cristiano Ronaldo, donc la star du Portugal, a fait les frais de ces moqueries sur les réseaux. J'en veux pour exemple ce tweet qui a cumulé plus de 8,5 millions de vues. Donc c'est un utilisateur qui demande à Grok, l'outil d'intelligence artificielle X, de retirer l'élément qui a déclenché le downfall du Portugal, donc la mauvaise prestation, on peut dire. Donc voilà, on voit que Grok ne se prive pas d'enlever Cristiano Ronaldo de l'image. Des moqueries, mais il y a quand même aussi de très belles histoires, notamment le gardien du Cap-Vert. Ouais, tout à fait, le gardien du Cap-Vert, Vozinha, c'est son nom. Il a brillé lors de son match contre l'Espagne avec son équipe du Cap-Vert. Et sur les réseaux, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, il a également brillé d'une autre façon, puisqu'il est passé de 45 000 abonnés avant le match à plusieurs millions en quelques heures. Et aujourd'hui, juste avant de faire cette chronique, j'ai regardé, il est à 14 millions d'abonnés sur Instagram. Donc c'est dire un peu l'ampleur que ça peut prendre. Et ce qu'on se demande aussi un peu, c'est aux États-Unis, c'est ce que ça prend enfin de l'ampleur, la ferveur aux États-Unis avec cette Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Alors c'est une Coupe du Monde qui se déroule essentiellement aux États-Unis, même s'il ne faut pas oublier le Canada et le Mexique, qui est lui particulièrement porté sur ce sport. Mais ce sont bien effectivement les États-Unis qui ont le plus d'attention pendant cette compétition.
Les États-Unis, c'est pas une terre de soccer, mais il y a d'autres sports aux États-Unis, le baseball, le football américain, et on note quelques synergies avec le fameux soccer. Regardez par exemple cette vidéo du sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, qui donne le coup d'envoi d'un match de baseball à Kansas City. Plutôt à droite. Hein. Plutôt à droite. Ouais. Le sélectionneur. Pour quelqu'un qui est plutôt habitué à jouer avec les pieds, on peut dire qu'il a un bon lancer. Comme quoi, même si le foot n'est pas international, eh bien, il y a toujours un moyen de s'entendre au niveau du sport. Vous nous parlez de l'ambiance, notamment sur place, des Écossais. Effectivement, Cédric Ferreira nous a tourné une séquence pas mal, hein, Elliot. Oui, il est basé à Boston, Cédric Ferreira, aux côtés de l'équipe de France, mais aussi aux côtés des supporters écossais qui sont présents. L'Écosse, on le rappelle, qui fait son retour après 28 ans d'absence au Mondial. Et les supporters écossais sont venus en nombre, comme nous le raconte donc Cédric Ferreira. Regardez. Je l'ai vu ce sujet. La ville de Boston a des origines irlandaises, mais elle ne s'attendait peut-être pas à ça. Une invasion de supporters écossais pour assister à la Coupe du Monde. Entre 50 000 et 100 000 Écossais ont fait le déplacement aux États-Unis pour assister au match de leur sélection. Et depuis le début de ce tournoi, il y a beaucoup d'Écossais dans le centre-ville de Boston où nous nous trouvons, au point même que les bars que vous voyez à côté de moi se sont retrouvés en pénurie de bière durant le week-end dernier, lorsque l'Écosse avait affronté Haïti avec une victoire pour la Tartan Army. Depuis, il y a une ambiance incroyable, quotidienne, dans tous les bars de la ville que vous voyez autour de moi. Beaucoup de supporters écossais qui attendent le deuxième match de leur sélection ce vendredi face au Maroc, toujours à Boston, là où il y aura une très belle ambiance. Évidemment, l'Écosse qui a l'occasion de se qualifier pour les 16e de finale. Il faut rappeler que ce pays n'avait plus participé à la Coupe du Monde depuis 1998. Oui, mais en face, il y a le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition. Les Marocains qui ont fait très forte impression contre le Brésil lors du premier match, un match nul 1-1. On le rappelle, les Marocains vont devoir jouer dans une ambiance qui probablement sera contre eux dans le Gillette Stadium de Boston, où on le rappelle, il y a comme en jeu une qualification pour les 16e de finale. Mais en attendant, vous le voyez, on va profiter de cette ambiance magique ici, très bon enfant avec tous les Écossais, et puis ensuite on ira assister à cette rencontre entre l'Écosse et le Maroc. Et cette Écosse-Maroc, ce sera le deuxième match de cette journée. On va voir le programme du jour avec avant cela. Il y aura pour le groupe D un autre pays hôte, les États-Unis, qui affronteront l'Australie. Et puis dans la nuit, le Brésil qui va tenter un peu de se relancer dans l'un des matchs les plus déséquilibrés sur le papier face à Haïti. Et puis Turquie, Paraguay pour conclure la nuit. On va s'arrêter une petite minute quand même sur cette Écosse-Maroc. Des Marocains impressionnants face au Brésil. C'est vrai, mais qui ont obtenu seulement un match nul. Et qui maintenant vont tenter d'obtenir leur tout premier succès dans ce mondial. Vous voyez ce que vous dites, Elliot. Le Maroc n'a obtenu qu'un match nul contre le Brésil. Mais c'est un truc assez incroyable. Il y a quelques années, le Maroc, un match nul contre le Brésil, c'était presque inenvisageable en Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'ils ont été très très bons et que l'Écosse va avoir fort à faire, d'autant plus que l'Écosse a eu une victoire compliquée contre Haïti. Donc ils vont devoir serrer les rangs. Les Écossais, ils savent se battre, ils savent le faire, mais ils n'ont pas toujours les qualités pour construire une équipe très compétitive. C'est pour ça qu'on les a souvent vus à la Coupe du Monde, mais ils sont jamais sortis des phases de poule. Donc on le regrette un peu quand on voit l'ambiance que leurs supporters, la Tartan Army, sont capables d'apporter. Mais cette sélection écossaise, elle va devoir être extrêmement vigilante face au Maroc, qui est quand même une équipe extrêmement séduisante. Avec pour les Marocains un petit mot aussi sur Achraf Hakimi qui les regards vont être braqués sur Achraf Hakimi durant cette rencontre et on le rappelle, il est mis en cause depuis février 2023 dans une affaire de viol. Eh bien, il a été renvoyé pour un procès. Il y aura bien un procès pour viol contre Achraf Hakimi. Ce sera évidemment en France. Évidemment, ce sera l'un des points d'interrogation pour lui dans quel état de forme il sera ce soir. Il vit avec cette histoire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Donc on peut penser que pour le moment, le football prend le dessus. Bon, c'est déjà la fin de ce club du mondial, hein, mais on va quand même se quitter avec la photo de Christophe Glaise. Hein, comme chaque jour, impossible de suivre ce mondial sans penser à lui, journaliste sportif arrêté en Algérie il y a 2 ans, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme alors qu'il effectuait un reportage dans le pays. On a vu combien le monde du foot est solidaire avec lui, hein, et
l'Algérie, son président a été interpellé à plusieurs reprises. On espère qu'il bénéficiera de la grâce présidentielle. Je vous remercie à tous les trois pour ce club du mondial. Antoine, Elliot et Xavier, merci à vous. Et puis à demain, bien évidemment, 13h30, c'est le rendez-vous tous les jours.